Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Germain Hervé Mbiaye-Bega, politologue, ainsi que nos éditorialistes Nadia Lamarbi et Djemal Mohamed Taleb. Place à notre dossier du jour. La formation des armées africaines dénoncée par les experts en cause le manque de stages après la formation classique. En Côte d'Ivoire, pour exemple, 5% du budget de l'État serait consacré à la formation des militaires ou encore à l'achat des munitions d'entraînement. Un reportage d'Idrissa Sangaré et Olivier Conan, nos correspondants au Mali et en Côte d'Ivoire. De manière générale, l'armée est chargée d'assurer la défense du territoire contre les périls extérieurs. De ce fait, l'institution militaire occupe une place de choix au sein des États. Pour jouer pleinement ce rôle et assurer ses différentes missions, l'armée doit avoir des personnels bien formés et des équipements en nombre suffisant. En Afrique, la situation varie fortement d'un pays à l'autre. L'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie ou encore l'Angola disposent de forces armées aux effectifs très fournis avec des équipements modernes. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays africains, à l'exception de ceux en proie à des conflits. À côté de cette réalité, les armées africaines sont marquées par le manque de formation des cadres et de troupes restreintes. Après la formation commune de base, très peu de stages et séances de formation continue sont proposés aux soldats. Ils n'ont pas souvent l'occasion de participer à des manœuvres militaires. Conséquence, les hommes en armes ont souvent du mal à répondre de manière efficace à l'épreuve du feu. Pour certains observateurs, cette situation est due à l'héritage de la colonisation. Ce sont ces armées dont la composante ethnique était, disons, assez prépondérante, qui ont été donc laissées aux États, comme on appelle, indépendants à partir de 1960. Alors pour la Grande-Bretagne, disons, c'est le même processus, mais eux, ils n'ont pas procédé comme les Français. En règle générale, ils se sont appuyés sur des armées qui pouvaient, disons, juste faire le minimum en matière comment on appelle, de sécurité. Mais pour répondre précisément à votre question, elles ont toutes le même problème. Le problème, c'est d'abord le problème de formation. Le problème de formation, c'est vrai que des stages sont organisés de temps à autre. C'est vrai qu'il y a des écoles de formation sur le plan régional et même des stages à l'extérieur, à Sandhurst en Grande-Bretagne ou encore à Saint-Cyr, Kouekidam en France. Mais dans l'ensemble, la formation laisse à désirer. Le constat est que dans la plupart des pays africains, les avions de transport ou de chasse, les navires de guerre sont quasiment inexistants. L'armée de terre, qui constitue la force la plus importante, ne dispose pas non plus d'unités mécanisées ou d'artillerie. Les autorités n'affectent pas de crédits suffisants pour entretenir l'armée en dehors des salaires. Si vous regardez le budget du ministère de la Défense, nous étions à environ 100 milliards de francs CFA en début d'année 2000. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 200 milliards de francs CFA. On a doublé. Mais si vous regardez la répartition de cette dépense, c'est 95% environ pour le social. Le salaire des militaires, la retraite des militaires, les primes, les indemnités. Il ne reste plus que 5% pour l'équipement des militaires, la formation des militaires, l'achat de munitions, d'entraînement. Il y a un budget, mais on fait plus du social, on paye les gens, mais on ne forme pas les militaires. Dans la plupart des pays africains, c'est la même tendance. Le budget est faible ou presque inexistant. Et donc, il y a des problèmes de renouvellement de matériel, d'acquisition de matériel, surtout d'entretien. Les pays africains essaient de corriger les insuffisances en matière de formation de leurs armées. Les académies existantes étant peu outillées ou en nombre insuffisant, cap est mis sur la mutualisation des ressources et la coopération. Il existe à Zambakro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, une école régionale de maintien de la paix. Ce genre d'initiative est appelé à se multiplier. La Guinée a un projet avec ses partenaires bilatéraux que sont la France et les États-Unis. Un centre de formation existe déjà, il a été identifié et des experts ont visité les lieux et ont proposé toutes les recommandations pouvant améliorer les capacités opérationnelles de ce centre de formation. Et la logistique qui doit être mise en place, tout est fin prêt. Et le président de la République s'y est impliqué personnellement. Et c'est une formation très rigoureuse pour répondre aux normes et standards des Nations Unies. Ces efforts doivent être également dirigés vers la prise en compte du droit humanitaire international.
Il est de notoriété publique que les forces armées africaines ne s'embarrassent pas souvent de la protection des droits de l'homme quand elles sont sur le théâtre des opérations. Même chose quand elles sont appelées à faire la police en cas de troubles graves à l'ordre public. Cette situation est due au fait que la majorité des soldats ne sont pas formés pour faire le maintien d'ordre. Il y a eu beaucoup d'exactions parce que ces soldats ne connaissaient pas ce que c'est que le droit humanitaire. Parce que dans le droit humanitaire international, il est dit que les civils doivent être épargnés lors d'une guerre. Et même des soldats qui ne sont plus menaçants, des soldats qui ne sont pas en armes, lorsqu'ils sont capturés, on devait les traiter avec délicatesse, on devait les traiter avec tous les soins humains. Mais aujourd'hui, si nous revenons à notre guerre en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu tout cela. Pourquoi? Parce que, effectivement, les soldats ne connaissaient pas le droit humanitaire international. Donc, il est impérieux aujourd'hui qu'on puisse inculquer cela dans nos casernes et dans nos écoles de formation militaire. La persistance des conflits armés est perçue par les observateurs comme une conséquence du manque de formation des appareils militaires africains. Ces armées n'ont pas la compétence pour remplir leur mission. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, elles ne peuvent pas venir à bout des rébellions sans assistance extérieure. L'état de déliquescence des armées africaines est si avancé que n'importe quel mouvement armé de quelques pick-up et de kalachnikov est capable de les mettre en déroute. Je crois qu'il s'agit plus d'une armée de répression intérieure que d'une armée de guerre ou de défense intelligente. Vous voyez, tout cela s'accomplit et aucune force armée africaine n'a d'aéronef pour surveiller son territoire et savoir le mouvement des troupes sans faire référence, sans faire recours aux armées étrangères. Cela déjà, depuis 2008, je l'ai dit, et ça s'est caractérisé un peu partout. Donc je crois que nos armées sont très faibles en équipement, en stratégie et en méthode d'anticipation. Si les dysfonctionnements des armées en Afrique sont la conséquence du manque de formation sérieuse, cela est aussi dû au fait que les conditions de recrutement des militaires ne répondent pas la plupart du temps aux standards internationaux. De plus, la discipline qui est le ciment de toute armée fait défaut. L'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui est fondée sur l'indiscipline. Or, une armée, c'est la hiérarchie stricte et la discipline. La nôtre, c'est l'indiscipline. Si vous regardez le nombre de militaires que nous avons ici, 70% à 80% de ces militaires ne sont devenus militaires que par désobéissance, par contournement des lois et par rébellion ou indiscipline. Et ça a commencé en 90 avec le président Houphouët lui-même. Dans une période où son pouvoir était contesté, c'est lui qui prend un colonel, Guéhi Robert, et il l'installe comme chef d'état-major des armées dans un état-major où il y avait des généraux 2, 3, 4, 5 étoiles même. Et le colonel devient le patron des généraux. La chaîne hiérarchique était complètement renversée à partir de ce moment-là. Au total, à quelques exceptions près, les armées africaines n'ont pas la formation requise pour utiliser efficacement leurs équipements quand elles en disposent. La doctrine de défense des pays ne repose pas sur une analyse rigoureuse des missions et moyens de mise en œuvre. En conséquence, ces armées qui ne sont presque jamais en manœuvre ne peuvent pas défendre leur territoire. Des observateurs préconisent l'accélération de l'intégration régionale pour aller vers des fédérations ou confédérations dotées de forces armées supranationales. D'autres encouragent la mise en commun de forces, comme l'ont décidé les pays de la Commission du Golfe de Guinée, pour combattre la piraterie maritime. C'est la position la plus partagée dans l'optique de la mise en place de la force armée entente de l'Union africaine. Alors que ce soit au Mali, en République démocratique du Congo ou encore en Centrafrique, on a noté l'incapacité des armées. Comment l'expliquer selon vous? Est-ce uniquement une question de formation? Alors, je pense que la question de l'armée, la question des forces de défense et de sécurité, en fait, qui est celle de la sécurité et de l'insécurité en Afrique, en fait, est intimement liée à la question de l'État en Afrique, voilà. Et qu'il faut prendre, en fait, la question dans sa dimension globale, voilà. Les armées ne sont qu'un aspect, en fait, de la question de l'État en Afrique, voilà. Du dysfonctionnement institutionnel qui pose le constat froid, en fait, d'un déficit de prospective, voilà. On ne sait pas très bien où on va, ou on ne sait pas très bien, en fait, ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on va le faire et quelles ressources on doit mobiliser pour atteindre, en fait, les objectifs qu'on s'est fixés, voilà. Donc, a priori, c'est ça la question fondamentale, en fait, qui concerne aussi bien l'État en Afrique que la question, en fait, relative aux armées, qui sont, en fait, un des piliers
mais également aussi la principale menace même de ces pouvoirs-là qui sont institués. Voilà. L'un des intervenants dans le reportage a également parlé d'indiscipline. Il a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quel est votre point de vue sur ce point? Écoutez, il a bien dit, il n'a jamais existé en Côte d'Ivoire une armée républicaine. C'est-à-dire qu'une armée en fait, à laquelle sont assignées des tâches précises, en fait, une mission précise, à qui sont dévolus des moyens et qui remplit ses obligations en fait, de la manière la meilleure. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Le système de sécurité en fait, en Côte d'Ivoire s'est fondé essentiellement en fait, sur la présence d'un bataillon d'infanterie de marine de l'armée française et des forces de gendarmerie et de police. Et effectivement, l'exemple qu'il prend en fait, est très parlant. Mais comment est-ce que vous imaginez un instant que dans une armée en fait, normalement constituée, voulez-vous, qu'un colonel prenne la responsabilité en fait, du commandement de l'état-major en fait, dans lequel lui sont soumis en fait des généraux. Voilà. Alors il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Voilà. Donc grosso modo en fait il y a une question en fait de républicanisme dans les armées que nous avons en Afrique. Voilà. Djemal, quel est le rôle de l'armée? N'y a-t-il pas une erreur de perception entre ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être? Il y a une perception, mais nous sommes dans le cas spécifique du continent africain où les États sont jeunes, les administrations sont jeunes et donc les armées fatalement le sont tout autant. Quand on a créé les armées aux indépendances, l'objectif était d'avoir une espèce de maintien de l'ordre très banal. Vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pratiquement pas d'armée en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un pays qui a fait le choix d'avoir une armée. Mais vous aurez constaté que là où elle existe, même faible, mal formée, mal équipée, elle est souvent le seul corps debout, le seul corps efficace. Il n'y a pas souvent de syndicats très forts. Il n'y a pas souvent de forces organisées intermédiaires, donc de collègues de médecins, d'avocats, tout ça très fort. Et nous avons l'armée qui constitue le corpus de ce qu'il y a de debout. Ce n'est pas toujours très efficace. Mais quand il ne reste plus rien, il reste elle. Donc, fatalement, très souvent, elle prend le pouvoir. Elle prend le pouvoir pour cause de ça. Et quand elle prend le pouvoir, généralement, il y a le mélange du genre. Et tout ça pose incontestablement un problème. Mais le problème numéro un en Afrique, ce n'est pas seulement ça. C'est une question de budget alloué aux armées. On raille toujours les Européens, on leur reproche de donner beaucoup de moyens aux armées. Nous n'en donnons pas assez dans nos pays. Et quand nous ne donnons pas assez de budget, nous avons évidemment les armées pour lesquelles nous avons payé. Et donc, comme nous payons peu, nous avons des armées très faibles. Regardez par exemple l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne. Il y a combien d'armées? Il y a 4 pays qui ont vraiment une armée. Les autres n'en ont pas vraiment et le souci n'est pas d'en avoir. Et donc là, permettez-moi de revenir donc au sujet principal que nous avons. Si nous voulons constituer des vraies armées africaines capables d'intervenir sur le terrain africain, de constituer une force d'intervention européenne et donc de préfigurer de ce que peut devenir une défense africaine, il faudrait que quoi? 5 pays, 6 pays essayent de mettre en commun, mutualiser leurs moyens pour le faire. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, et puis éventuellement l'Algérie ou le Maroc. Ce sont ces pays-là qui sont capables de mutualiser. Mais ne crachons pas toujours sur les armées africaines. L'armée française est venue intervenir au Mali, mais on oublie toujours le tribut payé par les Tchadiens, le courage des armées tchadiennes, des soldats tchadiens qui ont payé leur vie et qui ont permis de libérer le Mali. Ça, on l'oublie très souvent. Je vais vous donner un dernier exemple. Un dernier exemple, si vous le permettez, et j'en aurai fini là. Nous avons la région sahélo-sahélienne. Il y a le Mali qui a eu des problèmes à cause d'une difficulté interne. Mais vous avez le Mali, la Mauritanie à côté, qui a près de 2000 km de frontière avec le Mali. Il n'y a pas un combattant d'AQMI. Les armées mauritaniennes ont fait une ceinture sur l'État mauritanien, sur le territoire mauritanien. Il n'y a pas une base arrière. Ce n'est pas des étrangers qui l'ont fait, c'est des Mauritaniens qui l'ont fait. Donc il ne faut pas toujours regarder, parce que ça fait toujours plaisir de dire les armées africaines ne sont pas bonnes, et on a raison de le dire. Mais il n'y a pas que ça. Germain, voilà. Vous vouliez réagir aux propos de notre éditorialiste? Oui, moi je reviens en fait pour dire que la question en fait elle est globale. Et la question en fait des missions en fait qu'on assigne en fait à l'armée et à l'État en général, voyez-vous. Mais vous parlez des budgets, mais on est dans un continent dans lequel en fait, moi je prends le cas du Cameroun par exemple, mais vous avez des universitaires, des chercheurs, des médecins qui sont clochardisés, qui n'ont rien du tout. Alors l'armée au Cameroun en fait, comme dans beaucoup de pays africains en fait, le ministère de la Défense en fait est celui qui a en fait le budget le plus important. Le plus important. Parce que l'effectif est le plus important. Non, mais ce n'est pas la cause. Alors, le ministère qui a les effectifs les plus importants, en fait, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas l'armée du Cameroun. Alors, pourquoi est-ce que, voilà, il y aurait, en fait, deux poids, deux mesures? Moi, je dis, globalement, en fait, voyez-vous, il faudrait qu'on se fixe, en fait, des objectifs qu'on veut atteindre, qu'on mobilise en conséquence des moyens, et puis la méthode.
Alors, et moi, je reviens quand vous parlez du fait que la Mauritanie en fait ait réussi en fait à constituer une ceinture de sécurité, mais c'est l'exception. C'est l'exception. Le Tchad n'est pas une exception. Mais écoutez, les soldats tchadiens, il y a encore 5 ans, en 2008 en fait, en plein hiver en fait, enfin en pleine saison sèche en N'Djamena, vous aviez des soldats rebelles en fait aux portes du palais présidentiel en N'Djamena. C'est des Tchadiens contre des Tchadiens. Mais bien sûr, mais peu importe. C'est la même armée. Mais peu importe. Et les soldats tchadiens qui sont allés au Mali en fait sont rendus coupables de mutinerie. Ça, vous le savez. Il y a eu une mutinerie en fait au Tchad, au Mali. Donc voilà. Globalement, ça pose la question en fait de l'organisation de l'armée, voyez-vous, de la formation, les missions, les moyens. Moi, je n'ai pas vocation en fait à stigmatiser à outrance. Je parle d'un constat en fait qui est opérant, qui est là. Les gens en fait n'ont pas une claire vision de ce qu'ils veulent faire. En conséquence, quand on n'a pas une vision de ce qu'on veut faire, on ne peut pas mobiliser les moyens en fait. Et ces moyens, il faut les trouver dans des pays fortement en crise. Moi, en France, par exemple, on parle la loi programmatique en fait, de la différence en fait, réduit concernant les budgets, mais on les réduit. Les budgets, on les réduit. Mais on les réduit. On reconfigure en fait de clochardisation de la armée en France. On réduit en fait le format en fait budgétaire en fait, et même de l'armée en fonction des contraintes du moment. Mais alors, moi, je n'ai jamais su quelle est la vocation en fait, et la vocation en fait des armées en Afrique en fait. Après la guerre froide, en fait, qu'est-ce qui a été pensé? Qu'est-ce qui a été ce tour de table avec vous, Dadia? Oui, alors juste pour quand même donner un petit point positif lorsqu'on parle de coopération réussie et de formation. Le centre Thabo Mbeki qui a été créé au Ghana est un vrai exemple de réussite en termes justement de formation et de coopération régionale. C'est un centre qui comment dire, a le soutien des armées européennes. Les formateurs sont souvent ou des Américains, ou des Allemands, ou des Français, qui viennent pour former des militaires, beaucoup des états-majors, beaucoup dans les états-majors, à la prévention de conflits. Et lorsqu'on voit un peu comment fonctionne ce centre, on se rend compte qu'il est possible quand même de faire des choses productives et qui puissent à terme mener à un travail en commun. Maintenant, je souscris tout à fait à ce qu'on dit et notre invité et notre édito sur le fait que nous sommes sur des pays jeunes qui sont en train de se construire, que l'armée est en train de le construire, mais il y a un gros décalage entre ce qu'on sait, nous, des armées à l'international et la technicité, par exemple, d'une armée américaine, d'une armée israélienne, d'une armée française, et le mode d'intervention qui devient très pointu, qui est sur où l'humain, en fait, quasiment, on réduit la part de l'humain. Et quelles sont pour vous les armées les plus opérationnelles sur le continent? Mais clairement, elles ont été citées. Elles sont principalement, pas du tout dans la côte ouest, sur la côte ouest, mais beaucoup au centre et à l'est du continent. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais le but n'est pas... Enfin, on en est toujours à la même question. Quel est l'objectif de l'armée? Est-ce que c'est protéger l'État, le gouvernement, les citoyens, ou est-ce que c'est arriver à retourner un gouvernement lorsqu'on ne lui plaît pas? Le problème des généraux africains, c'est qu'ils sortent de leur cadre militaire souvent, et qu'il y a une sorte de confusion entre leur pouvoir et l'exécutif à beaucoup de reprises. Donc l'idée, c'est aussi de leur donner assez de pouvoir pour qu'ils ne lorgnent pas sur le pouvoir des autres, on va dire, et de leur donner une sorte de territoire qui est le leur, normalement, qui est celui de la protection de l'État. Oui, moi je vais réagir. En matière de formation, en fait, je vais ajouter qu'il y a en fait en cours en ce moment, en fait, il y a en fait, comme l'a dit le reportage, en fait, il y a depuis 1997, en fait, des écoles nationales à vocation régionale, les ENVA. Elles sont à peu près 17, voilà, qui ont vocation en fait à structurer d'une manière globale en fait les problématiques en fait fondamentales en fait dans la sous-région en matière de prévention et de résolution des crises politiques et conflits. Alors, elles sont récentes. Et elles procèdent en fait de la bonne volonté de la France, qui est le principal, qui est l'acteur déterminant en fait de tout le système. C'est la France qui les a créées, si vous voulez. Et puis voilà. Alors, il y a des problématiques en fait qui se posent à l'échelle des sous-régions. Il y a, quand je prends par exemple le cas d'Afrique centrale, il y a l'insécurité transfrontalière entre le Nigeria, le Cameroun, la RCA, le Tchad, qui est prégnante. On doit pouvoir définir en fait des problématiques en fait à l'aune de ces urgences-là. Quand vous parlez de la Mauritanie par exemple, mais figurez-vous compte que le Mali est un pays grand comme 4 à 5 fois la France.
le Mali n'a réellement véritablement jamais eu d'armée, mais le territoire était... Les armées maliennes n'étaient pas dans la capacité de contrôler le territoire malien. C'était impossible. Et à l'échelle de l'État, en fait, c'est impossible. Il faut nécessairement, en fait, actionner les mécanismes en fait, d'intégration sous-régionale pour éventuellement, en fait, mutualiser les moyens, réduire, en fait, les coûts et puis faire face à des problématiques, en fait. Bon. Alors, je vais rebondir sur la question des prétentions politiques des généraux. S'il vous plaît, oui, en deux mots, voilà. Alors, c'est la question, une fois de plus, de l'État. Quand on met sur pied les mécanismes en fait, au terme desquels les gens sont élus ou désignés de quelque manière, au terme de leur mandat, ils s'en vont, ils sont tenus de rendre compte, on va se rendre compte automatiquement qu'il y aura beaucoup moins de tentation de faire des coups d'État en Afrique. Mais tant qu'il va persister en fait, des systèmes opaques dans lesquels en fait, arriver au pouvoir, en fait, se l'accaparer en fait, veut dire contrôler tous les moyens, tous les privilèges, tous les bénéfices du pouvoir de manière exclusive, on ne sera pas tiré d'affaire. Donc, globalement, je termine là. La question des armées, en fait, et la question des États, elles sont intimement liées. Voilà. Nous arrivons au terme de ce débat. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. La Cour pénale internationale hausse le ton et pour cause, le Kenya refuse de fournir à la Cour des informations liées à des aspects cruciaux du procès du président Uhuru Kenyatta. Pour rappel, ce dernier est poursuivi pour crime contre l'humanité. Et puis, motion de censure contre le Premier ministre somalien. Elle a été votée ce lundi par les députés sur 184 voix. 65 votes étaient contre. Le président Hassan Sheikh Mohamud dispose de 30 jours pour nommer le successeur d'Abdi Farah Shirdon. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.